Bonjour et bienvenue. Au cours des 2 dernières semaines, la région des Caraïbes est devenue le théâtre d'une montée de tension spectaculaire. Un porte-avions américain, le plus grand du monde, y a été déployé, des frappes militaires ont eu lieu et les chancelleries sont en état d'alerte. L'histoire officielle parle d'une guerre contre la drogue. Mais les faits, eux, ne semblent pas tout à fait coller. Aujourd'hui, nous allons donc nous pencher sur les sources pour tenter de comprendre ce qui se joue réellement dans les Amériques. Cette analyse approfondie vous est proposée avec le soutien de ProWave AI. Elle a été rendue possible grâce à Stylo News, l'application d'information alimentée par l'intelligence artificielle. C'est exactement la question centrale. Parce qu'à première vue, on a une série d'événements qui semblent un peu déconnectés. Des opérations anti-drogue, des crises diplomatiques, des protestations au Mexique. Mais quand on tire sur les fils, on s'aperçoit que tout est lié. Notre but aujourd'hui, c'est de démêler cet écheveu pour révéler l'image d'ensemble. Une image bien plus complexe. Alors, commençons par la pièce la plus imposante sur l'échiquier, ce déploiement militaire américain. On parle de l'arrivée du porte-avions USS Gerald R. Ford. Pour donner une idée de l'échelle, nos sources précisent que c'est la plus grande présence militaire américaine dans la région depuis l'invasion du Panama en 1989. Ce n'est pas rien. Non, ce n'est pas rien du tout. Et la justification officielle pour cette démonstration de force, elle porte un nom. Opération Lance du Sud. Opération Southern Spear. Exactement. Selon Washington, il s'agit d'une campagne d'une ampleur sans précédent pour, et là je cite, « éliminer les narco-terroristes de l'hémisphère occidental ». Le langage est fort. Mais c'est là que le récit commence à se fissurer, n'est-ce pas? Si le but est de traquer les narcoterroristes, pourquoi le Venezuela? C'est la grande contradiction. Les sources que nous avons analysées sont formelles. Le Venezuela n'est pas un producteur majeur de cocaïne. Ça, c'est la Colombie, le Pérou, la Bolivie. Ni de fentanyl, dont la production est plutôt concentrée au Mexique. Précisément. Donc, ça a conduit la plupart des analystes à conclure que la lutte contre la drogue est, au mieux, une justification de convenance. Et les motivations réelles seraient? Elle serait double. La première, c'est un classique de la politique étrangère américaine dans la région, la pression pour un changement de régime contre le président Nicolás Maduro. La seconde. La seconde, ce sont les intérêts géopolitiques. Le Venezuela possède les plus grandes réserves de pétrole au monde. Dans le contexte actuel, avec l'influence croissante de la Chine et de la Russie à Caracas, c'est un facteur absolument crucial. Pour donner un cadre légal à tout ça, Washington a aussi désigné le Cartel de los Soles comme une organisation terroriste, en affirmant que Maduro en est le chef. Qu'est-ce que ça change concrètement? Juridiquement, ça change tout. En qualifiant une entité de terroriste plutôt que de criminel, l'administration américaine s'autorise à utiliser des moyens militaires. Des frappes, des navires de guerre. Voilà, une posture beaucoup plus agressive. C'est un outil juridique très puissant. Maintenant, sur le plan factuel, la validité de cette affirmation Et très débattu. Les preuves tangibles liant directement Maduro à la tête d'un cartel sont minces. Ce qui n'est pas débattu en revanche, ce sont les conséquences sur le terrain. Il ne s'agit pas que de manœuvres. Non, loin de là. Depuis septembre, plus de 21 bateaux ont été ciblés par des frappes. On parle d'au moins 80 morts. Et un événement en particulier a mis le feu aux poudres. La mort d'un pêcheur colombien. Oui, le président colombien, Gustavo Petro, a utilisé des mots très forts. Il a parlé d'exécution extrajudiciaire. Venant d'un allié historique des États-Unis, c'est une accusation extrêmement grave. Et ça a placé le président Petro dans une situation politique quasi impossible. Il est le principal partenaire stratégique des États-Unis, mais il est aussi le premier président de gauche du pays. Élu sur une promesse de souveraineté. Exactement. Il ne pouvait pas rester silencieux. Sa première réaction a donc été de suspendre la coopération en matière de renseignement avec Washington. C'est une décision radicale. Très. Mais sous une pression immense, il a dû faire une sorte de rétractation partielle quelques jours plus tard. Ce va-et-vient illustre parfaitement son dilemme. Et si la Colombie est sur cette ligne de crête, sa voisine, la présidente mexicaine Claudia Sheinbaum, a été beaucoup plus tranchée. Ah oui. Elle a opposé un non catégorique à toute intervention militaire américaine sur son territoire. C'est une fin de non-recevoir. Pourquoi une position aussi ferme alors que le Mexique est lui-même ravagé par la violence des cartels armés? Il y a l'histoire, d'abord. L'invocation de la souveraineté nationale face aux États-Unis, ça a un écho extrêmement puissant au Mexique. Et puis, il y a le contexte politique interne. Oui, qui est explosif. Au même moment, des manifestations monstres ont lieu à Mexico, accusant son gouvernement de collusion avec les cartels. En se montrant intraitable avec Washington, elle tente aussi de réaffirmer son autorité. C'est un jeu sur deux tableaux.
On voit donc des fissures dans les alliances régionales. Mais ce qui est peut-être plus surprenant, c'est que les réserves viennent aussi d'alliés traditionnels. Je pense au Royaume-Uni. En effet, et c'est très significatif, Londres a suspendu le partage de certains renseignements qui pourraient être utilisés pour cibler les navires. Pour quelle raison? Une inquiétude sur la légalité de ces frappes au regard du droit international, la France a été encore plus explicite, critiquant publiquement l'unilatéralisme américain. Ça révèle une fracture. Pour beaucoup d'Européens, cette opération ressemble trop à une guerre au choix avec des risques de dérapage. Et face à tout ça, comment réagit la cible principale, le Venezuela? La réaction de Maduro a été double. D'un côté, la posture martiale. Il a ordonné une mobilisation générale et a parlé de préparer le pays à une guerre de guérilla en cas d'invasion. Un message clair, vous vous enliserez, comme en Afghanistan. C'est l'idée. Mais de l'autre côté, il a fait une ouverture assez surprenante. Il a lancé un appel public au président Trump, lui demandant d'éviter un conflit éternel. C'est un mélange de défi et de recherche d'une sortie. Essayons d'entrer dans la tête des décideurs. Que cherche vraiment le président Trump, qui a déclaré de manière assez énigmatique avoir en quelque sorte pris une décision? Cette ambiguïté, elle est probablement calculée. Elle maintient une pression maximale sur Maduro tout en laissant toutes les options ouvertes. Blocus, frappe, invasion, tout reste sur la table. Et pour Maduro, cette menace extérieure, c'est presque une aubaine politique, non? C'est le manuel classique du dirigeant autoritaire. Ça lui permet de faire taire les critiques internes et de rallier la population sous la bannière du nationalisme. On a parlé de Petro et de Sheinbaum. Le premier marche sur un fil, la seconde se bat sur deux fronts, l'un externe, l'autre interne. C'est une bonne synthèse. Petro doit naviguer entre Washington et sa base électorale anti-impérialiste. Sheinbaum doit résister à la pression américaine tout en essayant de reprendre le contrôle de la situation sécuritaire chez elle. Vous avez mentionné plutôt la Chine et la Russie. On a tendance à voir l'Amérique latine comme la chasse gardée des États-Unis. Est-ce que c'est encore le cas? De moins en moins. Leur poids est considérable et change toute la donne. Il ne s'agit pas seulement d'un soutien diplomatique à l'ONU. La Russie a fourni au Venezuela des systèmes de défense antiaérienne S-300, qui sont parmi les plus sophistiqués au monde. Et la Chine? La Chine est le principal créancier du Venezuela. Elle a investi des milliards dans son secteur pétrolier. Donc, toute intervention militaire américaine prend le risque d'une confrontation, même indirecte, avec deux autres puissances nucléaires. C'est un facteur de dissuasion majeur. Et les organisations internationales dans tout ça, l'ONU, l'Organisation des États américains? Elles sont largement réduites à un rôle de commentateur inquiet. Elles publient des communiqués, appellent au dialogue, mais elles n'ont aucun moyen de contraindre qui que ce soit. Un symptôme de cette paralysie, c'est le récent sommet Union européenne-CELAC en Colombie. Le taux de participation des dirigeants européens a été historiquement bas. Ils ont préféré ne pas venir pour ne pas avoir à prendre position. C'est ça. Personne ne veut se retrouver au milieu de cette confrontation. C'est un contraste qui est vraiment frappant. Pendant que le monde assiste à cette escalade militaire, les forces de police traditionnelles, elles, obtiennent des résultats très concrets. C'est presque ironique, oui. Alors que toute l'attention est sur le porte-avions, les autorités du Panama ont réalisé une saisie record. Entre 12 et 13,5 tonnes de cocaïne. Sur un seul navire, c'est l'une des plus grosses prises de l'histoire. Et obtenu sans tirer un seul missile, par un travail de police classique. Là, en Colombie même, il y a une arrestation majeure. Oui, la capture de Kenferso José Sevilla Arteaga, alias Flipper, le numéro 2 du Tren d'Aragua. Le Tren d'Aragua, c'est ce gang vénézuélien d'une brutalité extrême. Oui, qui s'est étendu sur tout le continent. La capture de son cerveau financier, c'est un coup extrêmement dur. Et là encore, c'est le résultat d'un travail de renseignement patient et ciblé. Ces deux succès posent une question de fond sur la stratégie, le marteau-pilon militaire ou le scalpel du travail policier. C'est le cœur du débat. Le fait que l'administration américaine choisisse l'option militaire, malgré ses risques et malgré les succès de l'approche traditionnelle, eh bien, ça renforce l'idée que l'objectif réel n'est peut-être pas celui qui est affiché. Alors, en conclusion, quels sont les points chauds à surveiller dans les jours et semaines qui viennent? Je dirais qu'il y en a 4. Premièrement, l'annonce ou la non-annonce d'une action par Washington. Est-ce que les mots vont se traduire en actes? Deuxièmement, l'évolution des relations entre les États-Unis, la Colombie et le Mexique. Les fissures vont-elles s'élargir? Troisièmement, la réponse des organisations internationales. Y aura-t-il une tentative de médiation crédible? Et enfin, quatrièmement,
Il faudra continuer de suivre les opérations de police locale. Chaque nouvelle saisie affaiblira un peu plus la justification de l'approche militaire. Ce qui est certain, c'est que la situation est extrêmement volatile. Une campagne de lutte contre le narcotrafic est devenue le prétexte à des ambitions géopolitiques complexes. Cette analyse complète, qui permet de voir au-delà des gros titres, a été rendue possible grâce à Stylo News. Stylo News est votre outil personnel de renseignement. Il agrège et analyse en temps réel plus de 250 sources d'informations mondiales dans plus de 20 langues. L'application vous permet de créer des synthèses personnalisées sur n'importe quel sujet qui vous intéresse en quelques secondes seulement. Pour celles et ceux qui souhaitent bénéficier de leur propre service d'information sur mesure, rendez-vous sur www.stylonews.com pour vous abonner. Nous remercions notre public pour son écoute. Si des sujets vous tiennent à cœur et que vous aimeriez les voir analysés en profondeur, n'hésitez pas à nous les proposer. Et pour rester au courant de nos prochaines analyses, nous vous encourageons à suivre Stylo News sur les réseaux sociaux.